Bon, il est temps de commencer. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, on va continuer la route à travers donc, ce que j'ai, dans mon introduction, appelé en quelque sorte les technologies émergentes de valorisation du CO2. La dernière fois, donc, on a regardé en détail comment on pouvait directement utiliser des électrons. Donc, c'est toute l'approche électrochimique, catalyseur d'électroréduction du CO2. Aujourd'hui, on va discuter d'énergie chimique comme source d'énergie pour valoriser le CO2, pour réduire le CO2. Donc, je vais essentiellement parler d'un réducteur chimique qui est l'hydrogène. Et puis, voilà, nous avons la chance d'avoir Thibaut Cantat, qui est chercheur au CEA à Saclay et qui, ces dernières années, a produit toute une série de travaux véritablement novateurs, intéressants pour voilà, transformer le CO2 en molécules intéressantes par une approche aussi voilà, d'utilisation d'un pouvoir chimique, un pouvoir réducteur chimique qui est ensuite utilisé pour transformer ce CO2. Alors, le schéma, il est là. Hein, à nouveau, si vous voulez voilà, valoriser le CO2, ben, il faut lui envoyer une source d'électrons d'une façon ou d'une autre, avec les bonnes énergies. Donc, vous savez qu'il y a la voie 1 électron qui donne un radical anion, mais qui peut se coupler pour donner de l'oxalate. Les voies 2 électrons via l'acide formique, qui peut aller plus loin, évidemment. La voie 2 électrons qui déjà coupe la liaison carbone-oxygène pour donner du monoxyde de carbone. Et pour aller plus loin, méthanol, méthane, etc., hydrocarbures. Bon. Bien, évidemment, il faut une source d'électrons. Alors, la dernière fois, on a parlé d'électroréduction. Et donc, c'est l'idée que, effectivement, en ayant transformé, alors c'est toujours, enfin, je me répète, hein, c'est une sorte de lubie. Donc, l'idée, c'est évidemment d'utiliser des énergies renouvelables pour ça, ou des excès d'électrons issus de l'énergie nucléaire, pour voilà, ces sources d'électrons qui sont utilisées. Dans le dernier cours, parce que là on est déjà à l'avant-dernier cours de la série, dans le dernier cours je parlerai de photoréduction. Alors j'en profite pour dire d'ailleurs que le dernier cours n'est pas la semaine prochaine, il y a un blanc dans la semaine, ça sera dans 15 jours. On va parler de photoréduction. Alors photoréduction évidemment ça veut dire qu'il faut du soleil, enfin il faut de l'énergie lumineuse, il faut aussi des électrons. Le soleil c'est pas un électron, c'est une source d'énergie. Donc c'est le Soleil qui va fournir l'énergie nécessaire à l'électron pour arriver au potentiel redox qui permettent ces réactions. Et puis il y a toute l'approche en utilisant des réducteurs chimiques. Alors évidemment cette approche-là, réducteur chimique, ça n'a de sens que si, vous voyez ces réducteurs chimiques, ils sont pleins d'une énergie chimique. Ça tombe pas. Alors, il y a des molécules qui, naturellement, entre guillemets, ont ce pouvoir chimique réducteur, enfin, cette énergie chimique, évidemment, par exemple, les hydrocarbures, c'est ceux qu'on brûle pour obtenir l'énergie qu'ils contiennent. Mais si on veut utiliser d'autres réducteurs chimiques, évidemment, la question, c'est le coût, l'accessibilité de ces réducteurs. Ce sont des molécules ici qui ont une certaine valeur ajoutée et toute la question de savoir s'il vaut mieux passer par des électrons ou par de la photoréduction ou par des réducteurs chimiques, c'est évidemment en tenant compte de tous les aspects d'accessibilité, de facilité d'usage, de coût, etc. Alors, moi je vais parler d'un réducteur chimique particulier qui est l'hydrogène, dont j'ai déjà beaucoup parlé, ce qui fait que la démarche est de déplacer le problème. C'est de dire il me faut de l'hydrogène, donc évidemment on n'a pas d'hydrogène comme ça à notre disposition, donc il faut que je le produise en particulier à partir de l'eau, et donc là c'est toutes les technologies d'électrolyse de l'eau et de photolyse de l'eau. Alors ça, je ne vais pas en parler, on peut
considérons que c'est acquis, mais ça ne l'est pas, hein, vous le savez encore, enfin en tout cas à des prix intéressants. Donc il y a tout un travail hein, sur cet aspect-là, en termes de recherche de catalyseurs, d'électrodes, de systèmes photochimiques. Bon, j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de parler de cela, et sans doute dans le futur, vu que c'est un domaine qui est toujours en véritable activité, production permanente, on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà. Donc l'hydrogène est là, et est-ce qu'on peut faire ces réactions, c'est-à-dire utiliser l'énergie chimique qu'il y a dans l'hydrogène pour faire de la réduction du CO2. Alors regardons un petit peu les différentes réactions chimiques qui nous intéressent. Donc hydrogéner du CO2 pour faire quoi? Ça sera la première question, et puis après hydrogéner du CO2 comment? Voilà, la première réaction que vous voyez ici, c'est l'hydrogénation du CO2 en CO. Alors ça peut être une approche. Ce que vous voyez ici, c'est que cette réaction est thermodynamiquement défavorable, en particulier pour des raisons enthalpiques. Et donc ça sera de toute façon un problème. La réaction est essentiellement marche dans l'autre sens. Bon, ça veut dire qu'il faudra apporter de l'énergie, et donc ça peut être coûteux en termes énergétiques. Le méthanol, j'ai eu l'occasion dans les cours précédents de dire à quel point ça serait intéressant de faire du méthanol à partir du CO2. Il y a plein d'applications du méthanol. C'est une forme de stockage de l'énergie chimique tout à fait intéressante qui peut être utilisée ensuite, y compris comme carburant, mais aussi dans l'industrie chimique. Donc le méthanol est quelque chose de vraiment très important. Alors voilà, on peut effectivement hydrogéner le CO2 en méthanol. Et là, vous voyez, la réaction est thermodynamiquement favorable. Mais il y a quand même un problème là, que vous voyez tout de suite, c'est qu'il y a il y a une molécule d'hydrogène qu'on transforme en eau. Ça veut dire qu'il y a un tiers de l'énergie qu'on a dépensée pour faire de l'hydrogène, puisque vous vous souvenez que l'hydrogène vient de l'eau, et donc ce n'est pas la peine d'avoir dépensé un tiers de cet hydrogène pour ensuite n'avoir que les 2 tiers qui finissent dans une molécule qui est intéressante. Donc ça, c'est un problème. Néanmoins, comme je vais le montrer, il y a il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Il y a des usines pilotes pour l'hydrogénation du CO2 en méthanol. Le méthane, donc la même remarque en termes d'utilisation des hydrogènes, puisque vous voyez, la moitié des hydrogènes redeviennent de l'eau. Mais c'est une réaction qui est très très favorable. Alors, je vais parler. Alors voilà donc, si vous voulez, quelques informations. Donc à nouveau, cette réaction. Donc ça peut être, enfin pour ceux qui s'intéressent à ce domaine, ça peut continuer à être un sujet extrêmement important de recherche et d'amélioration des systèmes, des catalyseurs, etc. Donc c'est la formation de méthanol à partir de CO2. Alors ici c'est de l'hydrogénation, mais ça peut être d'autres sources d'électrons. Voilà, les catalyseurs connus sont pour le moment essentiellement hétérogènes. Vous voyez, cuivre, zinc sur alumine. Et comme je vous l'ai dit, il y a des usines pilotes, en particulier au Japon, pour ce type de réaction. Du côté du méthane, bon, vous reconnaissez, j'aurais dû le dire plus tôt, mais vous reconnaissez cette réaction, c'est la réaction de Sabatier, qui est le prix Nobel en 1912, et les catalyseurs, c'est à base de nickel ou de ruthénium sur alumine. Bon, là aussi, ce sont de très belles réactions qui méritent d'être encore étudiées, optimisées, et d'étudier aussi sur le plan de la catalyse homogène. Alors j'en viens à l'autre molécule qui est, de mon point de vue, tout à fait intéressante dans la perspective de la valorisation du CO2, c'est la réaction CO2 plus H2 donne l'acide formique. Et là, vous voyez, du point de vue de la réaction, c'est tout à fait intéressant, il y a une véritable économie d'atomes, puisque ici, tout l'hydrogène se retrouve sous la forme d'acide formique. Et donc là, de ce point de vue-là, c'est tout à fait intéressant du point de vue du rendement énergétique.
Alors, en même temps, vous voyez ici, c'est une réaction qui est malheureusement thermodynamiquement défavorisée. Et là, c'est essentiellement pour des raisons anthropiques, de sorte que c'est surtout la réaction inverse donc, qui est la réaction thermodynamiquement favorisée. Alors, évidemment, ça veut dire qu'en pratique, si vous vous êtes intéressé par cette réaction, il faut déplacer cet équilibre, c'est classique. Il faut déplacer cet équilibre par différentes façons, et en gros, là, vous ajoutez, vous essayez de faire un sel, un adduit, vous transformez l'acide formique, enfin tout ce qui conduit à faire disparaître l'acide formique dans cette réaction va favoriser la réaction. Alors en gros, il faut une réaction qui implique à peu près 45 kJ par mol pour qu'on puisse déplacer cet équilibre. Alors un exemple assez classique et qui est très utilisé, c'est l'utilisation d'une base. Vous voyez ici, je prends le cas de l'ammoniac. Et notez qu'on est à l'état gazeux ici. Eh bien, vous voyez que la réaction de l'acide formique avec l'ammoniac qui donne donc ce formiate d'ammonium, eh bien, déplace l'équilibre, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, la réaction est un delta G assez négatif. Et puis, c'est encore plus net si vous travaillez en phase aqueuse, parce que la dissolution des gaz a également un effet puissant sur la thermodynamique de la réaction. Hein, vous voyez, on est là avec un delta G très négatif, et notamment parce qu'on a une amélioration de l'entropie de la réaction. Bon, donc on sait comment faire en pratique, pardon. Il y a un autre aspect qui est tout à fait intéressant, et j'y reviendrai à la fin parce que ces dernières années, il y a eu il y a eu un certain nombre de choses tout à fait intéressantes qui ont été réalisées dans ce domaine-là. C'est la question suivante. Vous voyez, c'est une sorte de cycle un peu vertueux qui est de dire la chose suivante. Si vous partez de CO2 ou de bicarbonate, bicarbonate qui est éventuellement, vous voyez, vous savez, soluble dans l'eau, facile à utiliser, enfin, et que vous arrivez à hydrogéner efficacement, avec de bons rendements, dans des conditions de température, de pression raisonnables, etc., en acide formique, vous avez compris que l'énergie chimique qui est dans l'hydrogène est maintenant stockée dans l'acide formique. La question c'est, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Parce que si on peut revenir en arrière, et je vous ai dit que cette réaction était thermodynamiquement favorable, après il y a des aspects cinétiques, bien sûr, etc. Si on peut revenir en arrière à travers la production d'hydrogène d'une part et de CO2 ou de bicarbonate, on a un cycle tout à fait intéressant. Parce qu'on a une façon de stocker et de transporter l'hydrogène sous forme d'acide formique. On transforme l'hydrogène en acide formique, et un acide formique liquide, assez facilement manipulable, même si c'est un acide, ça a quelques problèmes avec l'acide. Et ensuite, quand on a besoin d'hydrogène, eh bien, on fait la réaction inverse. Donc ça, c'est évidemment tout à fait intéressant. Le cycle est encore mieux si le CO2 ou le bicarbonate qui vient de cette réaction inverse est sauvegardé, c'est-à-dire ne part pas ailleurs, il faut récupérer d'autres CO2, mais typiquement les mêmes molécules qui cyclent continuellement. Donc là, enfin, je trouve ça assez intéressant. Là, il y a une sorte de défi qui peut, y compris pour des applications extrêmement importantes, un défi très intéressant pour la chimie, pour la technologie et pour tous les problèmes de stockage. Alors, je rappelle qu'il y a un problème avec l'hydrogène en termes de transport et de stockage. Hein. Vous le savez, c'est un des inconvénients de l'hydrogène. On dit que l'hydrogène est très riche en énergie, on parle de densité énergétique massique, mais évidemment,
dès lors qu'on parle de densité énergétique volumique, parce que c'est un gaz, alors à ce moment-là, c'est une catastrophe. Hein, vous voyez que, pour le coup, l'hydrogène en densité par volume, c'est presque 100 fois moins que le pétrole. Donc ça pose des problèmes. En gros, il ne faut pas le laisser à l'état gazeux si on veut l'utiliser. Ou alors il faudrait, si on parle de transport, avoir un camion-citerne, enfin une citerne derrière chaque voiture. Et donc il y a différentes méthodes. Donc il y a énormément de recherches dans le domaine. Donc vous les connaissez, j'en ai déjà parlé, sous forme de gaz comprimé, sous forme de liquide. Ces deux méthodes physiques ont des inconvénients parce qu'on perd une quantité significative d'énergie dans le processus physique. Et puis il y a toute une recherche des chimistes autour de matériaux, hydrures métalliques, de matériaux solides poreux, et puis de molécules chimiques de type borane, et j'ai mis ici l'acide formique. Donc la question de transformer l'hydrogène en une autre molécule qui servirait de vecteur de transport et de stockage, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors revenons à cette réaction, si vous voulez bien, et pour dire que bon, si aujourd'hui, au niveau industriel, la production d'acide formique, bon, je n'ai plus en tête exactement, je l'ai dit dans un cours précédent, mais la production d'acide formique est faible, hein, donc ce n'est pas un énorme marché pour le moment en tout cas. Peut-être ça le deviendra avec cette histoire d'acide formique comme forme de stockage de l'hydrogène, mais pour le moment, dans l'industrie, ce n'est pas un gros tonnage. Néanmoins, aujourd'hui, c'est à partir du CO que l'acide formique est produit dans l'industrie, et le CO venant évidemment de l'industrie pétrolière des hydrocarbures. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut faire cette réaction? Alors, sur le plan chimique, ça aussi, je l'ai déjà évoqué. En gros, on peut simplifier, enfin avoir un schéma réactionnel relativement simple avec deux types d'intermédiaires. Un intermédiaire de type hydrure qui vient de l'action de l'hydrogène sur le catalyseur métallique, ici représenté par M. Ensuite, comme on l'a vu à plusieurs reprises hein, dans les autres cours, insertion de la molécule de CO2 dans la liaison métal-hydrogène pour donner ce formiate métallique qui ensuite réagit avec une molécule d'hydrogène pour fermer le cycle, donnant d'un côté l'acide formique qui peut être transformé en sel et redonner l'intermédiaire hydrure qui donc ferme le cycle. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut voir le mécanisme. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de discuter d'abord en donnant une perspective historique et ensuite en vous disant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de catalyse de cette réaction et donc en termes de nature de ces espèces métalliques qui sont utilisées et plus particulièrement dans le domaine de la catalyse homogène, qui est celui que je connais personnellement mieux, et qui est celui quand même qui a été le plus développé au cours de ces dernières années. On peut commencer l'histoire en 1994, et comme vous allez le voir, le début de cette histoire, c'est essentiellement des catalyseurs, comme d'habitude, à base de métaux nobles, ruthénium, iridium en particulier. Voilà, en 1994, c'est un papier de Nature. Donc Noyori, qui est un des 3 prix Nobel 2001, Noyori, il n'a pas fait que ça, il a fait des tas de choses. C'est un chimiste, vous l'avez reconnu, japonais, absolument formidable. Et donc, c'est les premiers travaux avec des complexes relativement simples, et vous allez voir que, enfin, vous le voyez ici, les performances sont tout à fait intéressantes. Donc, ce qui est caractéristique ici, c'est l'utilisation du CO2 supercritique comme solvant, une amine donc pour tirer la réaction, malheureusement des pressions d'hydrogène et de CO2 très fortes, et des températures raisonnables, mais quand même élevées. Et donc, dans différentes conditions,
Et avec ce catalyseur, il est possible de transformer le CO2 en acide formique. Vous voyez qu'on a alors vous avez l'habitude maintenant, un turnover number et turnover frequency, donc des nombres de cycles catalytiques par unité de temps ici. Donc vous voyez, on peut arriver jusqu'à 1 millier par heure, hein, ce qui est pas si mal. Si vous faites la réaction en présence de méthanol, vous pouvez former le méthylformiate. Là aussi, un certain nombre de cycles catalytiques, c'est moins rapide. Et puis, vous pouvez faire aussi quelque chose qui est intéressant, c'est le DMF, diméthylformamide, par réaction d'une amine secondaire, qui donne donc ici le DMF. Et comme vous voyez, cette réaction, là aussi, n'est pas très, très favorable. Mais voilà, en tout cas, elle n'est pas aussi favorable que celle de la formation comme on l'a vu tout à l'heure, du formiate d'ammonium. Et ceci est essentiellement dû à un problème d'enthalpie de déshydratation que vous pouvez voir ici, qui n'est pas favorable. Donc, juste, j'y passe un tout petit peu de temps, après j'irai un peu plus vite, mais c'est un des catalyseurs pionniers dans le domaine. Après, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, vous voyez, un peu plus tard, 1997, avec, oui, ici c'est des phosphines hein, comme ligand. On verra beaucoup de phosphines d'ailleurs dans ce domaine. Ensuite, d'autres phosphines dans des solvants un peu différents. Ici, méthanol ou diméthylamine liquide, toujours avec des pressions assez importantes. Et là, vous voyez que, par exemple, dans le cas de l'acide formique, c'est ce que vous voyez en haut, on commence à voir vous voyez, 360 000 cycles par heure. Ça commence à devenir extrêmement important avec des systèmes relativement simples. Donc là, il y a quand même des perspectives tout à fait intéressantes. Je dis perspectives, mais vous voyez, c'était déjà en 1997, il y a 15 ans. Ça, c'est des scores un peu moins forts avec le méthylformiate, mais vous voyez que voilà, des choses comme ça montrent qu'on peut s'amuser avec les ligands, avec les conditions, etc. Et il y a des très très grosses différences en fonction des ligands qu'on applique à ces atomes de ruthénium. Il y a une deuxième étape importante, c'est lorsque on passe à l'iridium, et j'ai envie de citer 2007 avec ce complexe d'iridium, qui est tout à fait intéressant et d'ailleurs qui sera repris 5 ou 6 années plus tard, en 2012-2013, par Fujita, justement, vous verrez, pour mettre au point un système d'interconversion H2CO2 d'une part, acide formique d'autre part, dans la perspective justement de ce fameux cycle de stockage de l'hydrogène que j'évoquais. Alors là, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs choses qui changent à partir de là. Évidemment, pas le fait que nous avons des métaux nobles, parce qu'on est toujours avec de l'iridium, mais avec le fait qu'on passe à des solvants aqueux. On est dans l'eau. Alors ça devient intéressant. On est dans l'eau, et là, évidemment, on se met en milieu basique, KOH, à nouveau pour faire des sels de formiate. Voilà, formiate de potassium, formiate de sodium, etc. Vous voyez, ce complexe-là, il est intéressant parce qu'il existe dans deux états, un état protoné ici et un état anionique. Ça c'est un des complexes, vous voyez la structure aux rayons X, l'autre ligand ici c'est un cyclopentadiényle. Je ne rentre pas dans les détails, donc vous voyez qu'ici ce sont des complexes à base de phénanthroline, ici ce sont des complexes à base de bipyridine. Tous ces complexes permettent des fonctionnalisations différentes, donc on peut étudier des effets de ligand sur l'activité, vous voyez, avec différentes modifications du ligand ici, mais comme on va le voir, les complexes de très loin les plus actifs sont les complexes qui comportent ici une fonction OH. Et ça, c'est parce que cette fonction, elle peut se déprotoner. Et en milieu basique, c'est effectivement déprotoné. Et vous avez une forme anionique qui est extrêmement active, et tout simplement parce que cette charge sur le ligand se
traduit en caractère nucléophile plus fort par un effet électronique du complexe qui fait que l'attaque sur le CO2 est plus efficace. Et donc la réaction qui est catalysée est celle-là. Et vous voyez que ce complexe, donc le 2B ici, c'est celui qui a OH, et ici je ne rentre pas dans les détails, mais vous observerez que le complexe de ruthénium et il y a le complexe de rhodium ici sont moins bons. Il y a vraiment une préférence pour l'iridium. C'est l'iridium comparé à rhodium et ruthénium qui est vraiment le plus efficace, et c'est ce ligand avec OH. Et là, on arrive, vous voyez, à des systèmes qui sont capables de faire plusieurs dizaines de milliers de cycles catalytiques par heure. Donc ça, c'est quand même pas si mal. Et avec plusieurs centaines de milliers de cycles catalytiques au bout d'un certain temps, pour arriver à la fin à des solutions aqueuses de formiate qui sont assez concentrées. Vous voyez, 0,5 molaire. Donc ça, c'est très bien. Et c'est ce que, voilà, on revoit ici. J'aurais pu y passer tout de suite là. Donc vous voyez, à nouveau, ces fonctions-là, pyridinol, sont capables d'évoluer entre deux états, plus ou moins protonés, avec des pK qui indiquent que si, évidemment, on est en milieu assez basique, ce sont ces formes-là qui prédominent, et ce sont ces formes-là, à cause de leurs effets électroniques, je me répète, qui sont actives. Vous voyez ici la différence entre le 2B, c'est celui qui a une fonction OH. Si vous avez un méthoxy, vous méthylez cet hydroxy, vous voyez, c'est mort. Et si vous avez juste un hydrogène à la place d'un OH, c'est mort aussi. Donc là, il y a un vrai effet important de ce groupement-là. Une chose aussi intéressante, c'est que si vous êtes en milieu basique, par exemple le bicarbonate, vous avez donc une espèce pyridinolate active. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous passez en milieu acide, à ce moment-là, vous pouvez précipiter, le catalyseur n'est plus soluble, vous le précipitez et vous pouvez le récupérer. Donc là aussi, il y a quelque chose de tout à fait intéressant dans ce complexe qui est la capacité de récupérer le catalyseur. Il n'y a pas eu énormément de choses qui ont été faites avec ce complexe, en dépit et en tout cas avec les concepts qu'il y a derrière, en dépit de l'intérêt que j'y vois. Mais on va le ressortir tout à l'heure, en fin de cours, puisque, comme je l'ai dit, on va le voir dans une utilisation un peu différente. Les histoires continuent avec l'iridium. Il y a cet article de 2009 dans le JACS qui a fait pas mal de bruit. C'est le complexe de Nosaki, qui est un trihydrure d'iridium, vous voyez, avec ses ligands pyridine diphosphine. Et assez clairement, enfin, c'est peut-être pas nécessaire de rentrer dans les détails des tableaux, ce complexe-là est plus actif que celui avec deux hydrures et que celui avec un hydrure. C'est ce que montrent ces tableaux-là. Et lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles, alors vous voyez, à nouveau c'est milieu aqueux, il y a un peu de THF et avec une base, on fait du formiate de potassium. Et là, vous voyez, donc, il faut noter que c'est du multiplié par 10 puissance 3 et multiplié par 10 puissance 2. Donc les scores ici, c'est des nombres de cycles catalytiques qui sont de plusieurs millions. Donc là, vous voyez, on avance et ça progresse avec des scores tout à fait impressionnants. Et un nombre de cycles catalytiques par heure de l'ordre de plusieurs centaines de milliers. Donc on a vraiment des systèmes tout à fait impressionnants. On est encore avec malheureusement des températures élevées et des pressions très élevées, mais bon, les conditions de solvant sont assez intéressantes. Donc là, c'est toujours un peu pareil. Il n'y a pas toujours d'études mécanistiques très très poussées, malheureusement, et donc ce que vous voyez dans la littérature, c'est des schémas qui reprennent un peu les basiques, les fondamentaux, à savoir on fait des hydrures, comme vous le voyez,
On a de l'insertion dans la liaison métal-hydrure, on fait des formiates métalliques. Et puis ensuite, il y a une base en présence d'hydrogène. Tout ça se fait soit de façon séquentielle, soit en même temps. Vous relarguez le formiate et vous régénérez l'hydrure par réaction avec l'hydrogène. Alors, on arrive en 2010, et là, il y a cet article de Matthias Beller dans le Gewandte Chemistry. Matthias Beller, donc, vous l'avez peut-être noté, interviendra dans un séminaire après mon dernier cours, donc dans 15 jours. Alors, Matthias Beller est un chimiste, peut-être un des chimistes, fait partie des chimistes les plus productifs du monde actuel, et en particulier dans ce domaine-là. Il ne fait pas que de la réduction du CO2, il fait des tas de choses, mais il a beaucoup œuvré ces derniers temps dans ce domaine. Et comme vous pouvez le voir, dans cet article de revue, il reprend tout ce que je vous ai raconté, hein, les différents catalyseurs à base de rhodium, à base de ruthénium, noyori, puis les complexes d'iridium. Vous retrouvez le 3 500 000, etc. Bon, tout ça, c'est les chiffres dont je vous ai parlé et qui permettent de voir la progression avec le temps. Donc, vous voyez qu'entre 1994 et ici 2009, vous voyez l'amélioration. Donc, les chimistes, en manipulant les ions métalliques, les sphères de coordination, les conditions expérimentales, sont capables, et ça on le dit tout le temps, sont capables en effet de faire progresser un domaine comme ça assez rapidement. Donc ce domaine de la catalyse homogène de réduction, d'hydrogénation du CO2. Et là, dans cet article, Matthias Beller, d'une certaine façon, annonce qu'il va travailler dans le domaine, parce qu'il n'y a pas trop de choses de lui avant, et en gros, il répète ce qu'il faut pour aller plus loin. Il faut continuer à travailler sur la production d'hydrogène, parce qu'il faut de l'hydrogène à bas coût et évidemment à partir d'énergies renouvelables. Il faut être capable, évidemment, c'est toujours la même question, hein, on dit le CO2, il faut le faire réagir, mais c'est évidemment pas le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, hein, il est beaucoup trop dilué, donc il faut aller le chercher dans les gros sites de production, les cimenteries, les centrales thermiques, etc. etc. Il indique que plutôt que le CO2, ça serait intéressant de pouvoir hydrogéner des carbonates ou des bicarbonates. Il annonce qu'il faut travailler sur des métaux non nobles, et que jusqu'à présent, jusqu'en 2009-2010, il y a eu essentiellement des travaux sur des métaux nobles. Aller un peu plus bas en température et en pression, et puis il y a tout le problème du recyclage des catalyseurs. Parce que, évidemment, là, on est en homogène, à part le cas où je vous ai dit qu'en fonction du pH, on pouvait faire précipiter un catalyseur. Enfin, je veux dire, il y a très très peu, jusqu'à 2010, de réflexion sur cette question de la récupération des catalyseurs. Et en 2011, on commence à voir apparaître donc, des travaux avec des métaux non nobles, et en particulier fer et cobalt. Et là, Matthias Beller a produit un certain nombre de papiers extrêmement importants qui montrent que c'est possible de faire de la chimie, en tout cas homogène, avec du fer et du cobalt. Alors peut-être le premier travail, c'est celui-là, qui est paru dans Gewandte Chemistry en 2011. Vous reconnaissez le type de ligand, pyridine diphosphine. Vous notez qu'on est avec des hydrures métalliques. Ce n'est pas étonnant. Là, ce qui est intéressant, c'est que, toujours dans cette logique que j'indiquais dans ces fameux défis-là, il y a aussi l'effort de passer à des conditions de température et de pression moins drastiques. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a l'impression, vous aurez l'impression que ces métaux non nobles sont moins efficaces que les métaux nobles,
c'est une vision de l'esprit liée au fait que les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que si vous comparez les systèmes à base de métaux nobles avec métaux non nobles, eh bien vous apercevez que dans les conditions de température et de pression faibles qu'utilisent ces gens-là, eh bien c'est pas si différent que ça. C'est assez étonnant, mais c'est assez le cas. Donc ici, vous voyez, avec des pressions beaucoup plus faibles. Alors dans ce travail-là, ce que montre Beller, c'est qu'on peut non seulement, alors c'est ici, travailler avec des pressions de CO2 et d'hydrogène en milieu basique et faire la transformation, mais on peut, alors ici vous voyez avec des cycles catalytiques de l'ordre de 800, et 150 par heure, donc vous voyez, on est très loin de ce que j'annonçais avant, mais encore une fois, on est dans des conditions de pression qui sont 10 fois, presque 20 fois moins fortes que ce qu'utilisaient les meilleurs catalyseurs à base d'iridium. Mais ce qui montre aussi, c'est qu'on peut directement travailler avec des solutions de bicarbonate, par exemple de sodium, et il suffit simplement d'avoir ces solutions en présence d'une certaine pression d'hydrogène. Là encore, vous voyez, on est en dessous des 10 atmosphères. On est encore à des températures élevées, et vous voyez que si on va trop bas en température, on a une véritable chute du processus, de la cinétique, ce qui n'est pas étonnant. Mais vous voyez que, voilà, quelques centaines de cycles catalytiques. Donc vous voyez, en 2011, quand on commence à s'attaquer à la catalyse par des métaux non nobles, qui doit être l'objectif, encore une fois, dans une vision d'énergie, d'économie soutenable, comme on dit, eh bien, voilà, on voit que c'est possible, mais on est dans des conditions raisonnables, mais on est quand même dans des activités relativement faibles. Mais néanmoins, des activités aussi faibles que ça sont publiées au plus haut niveau dans des journaux comme Angewandte Chemistry ou JACS, parce que ce sont des choses quand même relativement nouvelles. Dans ce travail, en plus, là, il y a quelques informations mécanistiques, puisque avec ce système-là, Beller a été capable d'avoir des structures cristallographiques du catalyseur de départ, ici vous voyez, les deux hydrures CO et le ligand, et également du formiate de fer correspondant. Voilà, alors bon, vous êtes maintenant des experts de ce type de mécanisme. À nouveau, vous voyez hydrure, insertion, libération du formiate, et puis hydrogénation pour reformer les hydrures qui sont actifs. Donc là aussi, on va voir juste quelques exemples, hein, pas beaucoup. On est au début de l'histoire, hein, d'une certaine façon, hein, avec ces métaux non nobles, fer, cobalt. Et là, j'imagine qu'on va voir ce qu'on a vu avec les métaux nobles. C'est lentement, avec le temps, de plus en plus de gens s'investissant dans ce domaine, et puis augmentant la stabilité des catalyseurs, donc le nombre de turnover tonnes, l'efficacité de ces catalyseurs avec l'augmentation des TOF, fréquence de turnover, etc. Ici, un autre système avec un autre ligand de type phosphine. Alors là, c'est toujours pareil, hein, c'est la puissance de la chimie, en particulier de la chimie de synthèse, qui offre aux chimistes la possibilité d'étudier un très grand nombre de systèmes et d'établir des relations entre la structure des catalyseurs et leur activité, et puis de progresser vers le plus efficace. Donc ici, vous voyez, on atteint presque 10 000 cycles catalytiques. Donc ça, c'est de l'hydrogénation du bicarbonate, à nouveau. En présence d'amines secondaires, vous pouvez faire du DMF, hein, vous pouvez faire d'autres produits que du formiate de sodium ou de potassium. Voilà, on atteint des cycles, ça, ce que je veux vous montrer ici, c'est simplement qu'on atteint
un nombre de cycles catalytiques qui est oui, presque 100 fois plus grand que ce que j'ai montré juste avant. Vous voyez, en quelques mois. Bon, à nouveau, toujours même histoire. Vous voyez, les gens écrivent tout le temps la même chose. Donc, des hydrures, insertion du CO2, hydrogénation, etc. Le cobalt. Cobalt est un système, donc là, un autre métal donc, qui n'avait pratiquement jamais été étudié dans ce contexte-là. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Là aussi, avec des ligands voilà, des phosphines. Et bon, toujours pareil, vous voyez, dans ces colonnes, vous avez soit un chiffre, soit deux chiffres. Quand vous avez deux chiffres, dans tous ces travaux, les gens utilisent soit du CO2 en milieu basique, soit des solutions de bicarbonate. Tout ça revient un peu au même. C'est une question de... À la fin, ça sera une question de mise au point des procédés. Hein. On fera ce qui sera le plus pratique, mais en gros, ça montre qu'on peut faire les deux choses. Mais c'est intéressant de noter qu'on peut en effet juste prendre des solutions de bicarbonate et de mettre de l'hydrogène sous pression pour faire ces transformations. Donc là aussi, vous voyez quelques milliers de turnover dans les meilleurs des cas. Pareil, en présence d'amines secondaires, on est capable de faire avec d'assez bons rendements du DMF, donc de transformer le CO2 en DMF. Bon, là vous voyez que ce sont des systèmes qui ne sont quand même pas très très efficaces si on les compare maintenant aux métaux nobles. En tout cas celui-là, vous voyez, on est quand même à 100 degrés, on est dans des pressions qui correspondent à celles que j'indiquais dans le cas des métaux nobles, et on a des nombres de cycles catalytiques qui sont bon, voilà, raisonnables, mais pas extraordinaires. Ça, c'est vous voyez, 2013. Et vous voyez, quand je parle de tout ça, je n'ai pas fait beaucoup de sélection. Hein. C'est pratiquement ce qui existe dans la littérature aujourd'hui. Ça commence à apparaître. Et je pense que là, il y a un champ tout à fait considérable de recherche à partir de métaux de type fer, cobalt, nickel, pour faire de l'hydrogénation du CO2. Et ici, je ne parle que d'homogène. Il y a aussi de l'hétérogène qui doit être étudié dans ce contexte-là, avec des matériaux abondants. Ici, voilà un autre travail en 2013, hein, JAX. Et là, c'est assez intéressant. C'est un travail qui est parti d'une analyse théorique qui était en gros, il faut que je cherche un complexe qui soit capable de transférer un hydrure au CO2. Vous voyez, avec toujours cette hypothèse mécanistique qu'on passe par un hydrure de cobalt et que, évidemment, il faut, à la fin, après insertion, transférer un hydrure au CO2. Et donc, il y a eu des calculs de fait sur différents types de ligands autour du métal pour montrer que, par exemple, ce type de ligand, effectivement, était capable, enfin voilà, que la réaction hydrure de cobalt plus CO2 était thermodynamiquement favorable, et c'est ce qui a conduit à travailler un peu plus sur ce type de complexe. La deuxième contrainte, c'est que après hydrogénation ici, il faut en effet former un hydrure qui soit assez acide pour être déprotoné, pour donner l'espèce active là. Vous voyez ici, il y a un atome d'hydrogène qui doit être pris par une base. Il y a eu des calculs de fait sur le pKa de ce type de système, et ce qui a été proposé, c'est donc en conséquence de faire tourner le système avec une base un peu particulière qui a un pKa qui colle, la base de Vercad, qui est une base tout à fait particulière et qui n'a aucun avenir industriel. Mais cet article est intéressant parce qu'il y a une sorte de rationnel, si vous voulez, dans la construction du catalyseur. Ça vaut le coup d'aller regarder pour ceux qui sont intéressés. Il y a une sorte de rationnel
avec une réflexion sur les différentes étapes, sur les contraintes thermodynamiques liées à chacune de ces étapes. De sorte qu'à la fin, on a un système qui est celui-là. Alors, à nouveau, avec cette base un peu particulière, et d'ailleurs, vous noterez que lorsque vous utilisez autre chose, VKD, c'est cette base particulière, la base de Verkade. Mais vous voyez que si vous utilisez d'autres bases, eh bien, ça ne marche pas, ou ça marche bien moins bien, notamment pour des raisons de pK. Mais là, on commence à avoir des systèmes avec des performances tout à fait intéressantes. Vous voyez ce complexe-là. Alors, chaque fois, vous avez vu, j'ai choisi une ligne. Il ne s'agit pas de rentrer dans le détail des tableaux. J'ai choisi la meilleure. Vous noterez que la meilleure, c'est toujours avec des concentrations de catalyseurs qui sont très faibles. On peut expliquer pourquoi. Mais néanmoins, vous voyez que toujours néanmoins, tous les tableaux que j'ai présentés sont comparables. Mais vous voyez que là, on commence à atteindre près de 100 000 cycles catalytiques par heure. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Et vous voyez, en vraiment 2-3 ans, on commence à atteindre des performances qui sont tout à fait intéressantes avec des dizaines de milliers de cycles catalytiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si... oui, ici, on a 20 atmosphères de CO2 et H2 qui sont en quantité relative 1,1, donc sont en quantité équivalente. 20 atmosphères, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce système, vous voyez, vous pouvez passer à 1 atmosphère sans perdre trop. Vous voyez, 2000 cycles catalytiques au lieu de 9000. Bon, il y a une perte, mais là, on commence à avoir des chiffres intéressants à 1 atmosphère de gaz. Là aussi, c'est assez difficile de comparer aux métaux nobles, parce que la plupart du temps, ils sont développés à des atmosphères très élevées, et quand ils sont à 1 atmosphère, ça ne marche pas. Mais quand même, si on revient à cette comparaison, vous voyez, 74 000 TOF donc par heure, eh bien, on n'est pas si mal par rapport au système à métaux nobles. Donc, je pense qu'il y a véritablement une opportunité à développer ce type de catalyseur à métaux non nobles. Il y a des potentialités. Mais encore une fois, ce que je vous ai présenté, les 4-5 papiers, c'est les plus importants et c'est pratiquement les seuls. Qu'est-ce que c'est ? Oui, ça, c'est justement, c'est l'effet de pression. Vous voyez, c'est plus long, mais on arrive à faire un nombre de turnover tout à fait impressionnant à une atmosphère de 1, comparé ici à 1,8 et comparé à 20 atmosphères. Oui, je n'ai pas le temps de discuter beaucoup de problèmes de récupération des catalyseurs, mais j'avais envie de vous montrer ce qu'on peut faire. Je cite ici un papier je crois que c'est quoi ? C'est Angewandte Chemistry 2011. C'est BASF donc c'est des chercheurs de BASF qui ont publié ce travail et qui ont montré le type de choses qu'on peut faire, y compris avec des catalyseurs homogènes. Vous savez que le problème des catalyseurs homogènes par rapport aux hétérogènes, c'est effectivement, entre autres, cette problématique de récupération du catalyseur. Puisqu'ils sont solubles, c'est plus difficile. Alors, ce qu'ils ont mis au point ici, c'est un système liquide-liquide, et puis au-dessus, il y a la phase gazeuse, un système liquide-liquide avec 2 solvants. Un solvant qui est un diol, et puis un solvant qui est une amine tertiaire, triexylamine, non soluble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ils travaillent avec un catalyseur à base de ruthénium. Dans ce papier-là, BASF développe des procédés à base de ruthénium. Donc, ce catalyseur est uniquement soluble dans la partie amine. Et quand la réaction se fait, il se fait du formiate. Et ce formiate d'ammonium n'est soluble que dans le diol. Donc chaque fois que vous formez le produit, il passe dans le diol. De sorte qu'une fois que vous avez cette phase-là, vous pouvez extraire
donc vous prenez cette phase, vous la traitez justement par le solvant amine, et à ce moment-là, de ce solvant amine, vous récupérez les traces de catalyseur qui sont dans cette phase-là, la grosse partie du catalyseur étant restée dans la phase amine. Et donc vous pouvez recycler tout ça sans perdre trop de catalyseur. Et le produit de la réaction, le formiate, il est présent dans ce solvant, diol. Vous chauffez, en gros, pour simplifier, ça libère l'acide formique et vous avez à nouveau le diol, cette phase-là qui peut être remélangée avec la phase amine pour redonner le système. Et avec le catalyseur toujours présent dans cette phase-là. Bon, voilà le type de choses qu'on peut faire avec des systèmes liquides-liquides pour récupérer des catalyseurs. Voilà, je termine en revenant sur cette problématique qui est, vous vous souvenez, ce cycle assez vertueux où vous travaillez, après avoir mis au point des catalyseurs qui font cette réaction, vous cherchez des catalyseurs qui font la réaction inverse, et l'idéal serait que vous ayez le même catalyseur qui fasse les deux réactions. Évidemment, dans des conditions expérimentales différentes. Et donc, dans cette première réaction, je répète, c'est un procédé de stockage de l'hydrogène que vous retrouvez sous forme d'acide formique. Dans la deuxième partie du cycle, c'est la récupération de l'hydrogène pour le mettre, par exemple, dans une pile à combustible ou ce que vous voulez. Et évidemment, c'est toujours pareil, il faut trouver des bons rendements, des conditions de température et de pression pas trop drastiques. Et l'idéal serait de trouver des conditions de solvant identiques pour les deux réactions et des conditions et le même catalyseur. Et là, toujours Beller, je cite un travail publié en 2011, un des tout premiers travaux dans ce domaine. C'est un complexe de ruthénium, vous voyez, avec ces phosphines très, très souvent utilisées dans cette chimie, où il est montré que l'idéal, et ça marche, pourrait être non pas d'utiliser du CO2 en présence d'une base, mais d'utiliser un cycle qui va entre formiate et bicarbonate. Ce sont des formes chimiques qui sont quand même très faciles, qui sont solubles dans l'eau, qui sont très faciles à manipuler. Et donc, si on arrive à faire ce cycle sur formiate-bicarbonate, c'est quand même assez chouette. Réaction bicarbonate plus hydrogène, et on a vu que c'était possible, y compris avec des métaux non nobles, dans les quelques résultats que j'ai présentés juste avant. Et là, vous voyez qu'avec... Et la deuxième chose qui est intéressante, au-delà de cette interconversion bicarbonate-formiate, c'est que Beller ici montre qu'on peut faire ça avec le même catalyseur. Pas besoin de changer de catalyseur. Simplement, les conditions changent un peu, puisque là, on est en milieu aqueux dans la réaction d'hydrogénation. Et on peut obtenir donc du formiate avec d'excellents rendements. Et vous voyez, avec un nombre de cycles catalytiques qui, voilà, 1 millier au bout de 2 heures. Et dans le deuxième cas, le solvant change, la température, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions, bien sûr, parce que ça se comprend. Et ici, dans ces conditions-là, vous voyez, le gaz que vous récupérez, il contient à 92% de l'hydrogène, 8% de CO2. Vous comprenez que dans cette étape-là, si vous formez du CO2, soit il s'en va, et ça c'est embêtant puisque j'avais indiqué tout à l'heure que ce qui serait bien, c'est que ce soit les mêmes molécules de CO2 et qui tournent. Ça serait le cas idéal. Mais évidemment, vous pouvez le capturer sous forme de bicarbonate, à nouveau, si vous êtes dans des pH relativement acides et dans des conditions de cinétique qui le permettent. Mais vous voyez ici, par exemple, dans une réaction qui se fait à 40 degrés,
eh bien, vous avez production d'hydrogène et pratiquement le gaz contient, c'est cette ligne rouge ici, le gaz contient plus de 99% d'hydrogène. C'est pratiquement tout le CO2 ça a été capturé sous forme de bicarbonate. Dernier système dont je vais parler avant de finir, qui a été publié dans Nature Chemistry en 2012. Donc, c'est le fameux système d'IMEDA que j'avais cité, iridium avec ce ligand qui évolue entre un état chargé moins et un état neutre, enfin sur le ligand. Et c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Etsuko Fujita, qui est une grande spécialiste depuis des années de la réduction du CO2. Et donc là, vous voyez, c'est un complexe un peu différent, puisque vous voyez ici que c'est ce qui n'était pas le cas du travail précédent d'IMEDA en 2007, c'est un système binucléaire d'iridium. Vous avez 2 atomes d'iridium fixés sur ce ligand, donc avec ces atomes d'azote dans la sphère de coordination, un cyclopentadiényle, et vous avez les groupements OH ici. Alors, ce qui est montré, c'est que ce complexe il est intéressant à nouveau, puisqu'avec un pK de 3,8, donc en milieu légèrement basique, il se déprotonne pour donner une espèce qui est extrêmement active dans l'hydrogénation du CO2. À nouveau, très active, mais là, ce qui est montré dans ce travail, c'est pour 2 raisons. Non seulement pour des raisons électroniques, cette densité électronique très riche sur le ligand rend le complexe très nucléophile vis-à-vis du CO2. Et d'autre part, un petit peu comme on l'a déjà évoqué dans d'autres systèmes, la présence de cette charge moins au moment où l'iridium fixe l'hydrogène assiste la cassure hétérolytique de la liaison hydrogène-hydrogène. La base présente sur le ligand bien positionnée, va pouvoir attaquer la molécule d'hydrogène qui est fixée sur l'iridium pour favoriser la cassure de la liaison hydrogène-hydrogène, pour conduire d'une part à un atome d'hydrogène ici et un hydrure ici. Et puis après, on a à nouveau la même chimie classique, cet hydrure incorpore le CO2 et puis on libère le formiate. Le complexe est hydrogéné pour redonner cette entité-là. Donc c'est un complexe très intéressant. Et puis, donc, vous voyez que si vous êtes en milieu, toujours pareil, hein, les réactions marchent si vous mettez hydrogène et CO2 sous pression, ou si vous partez directement du bicarbonate à un pH basique. Et vous voyez ici, voilà, dans des conditions différentes, vous avez un certain nombre d'activités. Alors, plus c'est haut et sous pression, mieux c'est. Ici, vous voyez, vous attendez atteignez des cycles d'étoffe tout à fait intéressants, plusieurs dizaines de milliers de cycles catalytiques par heure. Vous pouvez atteindre à la fin des solutions aqueuses parce qu'on est dans l'eau hein, pour l'essentiel, des solutions aqueuses de formiate relativement concentrées. Hein, vous voyez ici 0,5-0,6 molaires de formiate. Et puis, ensuite, en partant de solutions de formiate dans l'eau, vous repassez à pH acide. À ce moment-là, le catalyseur est sous cette forme-là. Il s'avère que sous cette forme-là, il est actif pour faire la déshydrogénation de l'acide formique en CO2. Et là, vous avez une réaction qui est véritablement quantitative. Vous relarguez tout l'hydrogène et vous voyez que vous avez des activités aussi tout à fait intéressantes, plusieurs centaines de milliers de cycles catalytiques par heure à cette température. Voilà, je crois que je ne vais pas mentionner ça. Donc voilà un autre exemple. Il n'y en a pas 50. Hein, enfin, je ne sais pas, Thibaut, tu en connais peut-être d'autres, mais je crois qu'en gros, c'est les 2 systèmes. Et vous voyez, c'est très récent, donc c'est des choses qui vont venir. Hein. C'est aussi ça que je souhaite vous présenter, c'est cette science qui est en cours. Donc c'est un magnifique projet, c'est un magnifique défi
que de travailler uniquement sur des solutions de formiate et de bicarbonate, de pouvoir stocker l'hydrogène sous forme de bicarbonate, vous imaginez l'intérêt, et moyennant que, évidemment, vous puissiez récupérer cet hydrogène quantitativement dans des conditions expérimentales raisonnables. Récupérer cet hydrogène qui peut être utilisé ensuite dans des tas d'autres applications. Voilà, je termine là-dessus. Bon, j'ai essayé de... Bon, il y avait la perspective historique qui pouvait être intéressante. C'était un peu une liste à la Prévert de ce que je vous ai montré, mais c'est un peu pour vous montrer les progrès dans ce domaine, les choses nouvelles. Il y a un véritable progrès, même s'il y a encore pas tellement de gens qui travaillent dans cette direction-là. Mais je pense que ça va venir parce que je dirais, il y a un peu de rationnel quand même dans cette chimie-là. On connaît la chimie de l'hydrogène, on connaît la chimie des hydrures, et donc il y a la possibilité, en partant de ce que je viens de vous présenter, et en élaborant sur les complexes hydrures métalliques et sur leur réactivité vis-à-vis du CO2, d'aller assez vite vers des systèmes qui seront très très efficaces. Et je pense que on verra des choses intéressantes dans le futur. Voilà, je vous remercie.